Quel est donc le rôle de la raison dans l'activité philosophique? Très bien, il s'agit d'un rôle fondamental, parce qu'en fait, évidemment, la philosophie n'est pas la seule discipline qui a essayé d'expliquer le monde. Donc elle n'est pas l'unique instance à partir de laquelle l'homme a essayé d'expliquer son vécu, d'expliquer son histoire, et ainsi de suite, ses origines lui-même. Mais la particularité de la philosophie, c'est justement de s'appuyer sur la raison. Donc le rôle de la raison en philosophie est un rôle central, puisque la philosophie, c'est aussi une démarche. Vous voyez, c'est une démarche, ce ne sont pas que des idées comme cela qu'on peut émettre n'importe comment, mais il faut savoir les disposer de manière cohérente, n'est-ce pas? Savoir argumenter, savoir fonder en raison ce que l'on dit, et disons, sur ce fait-là, on peut évidemment se rendre compte que la raison, elle est, si j'ose dire, au début et à la fin de la philosophie. Donc la raison traverse toute la philosophie. Vous voyez? Très bien. Donc ici, on peut retenir que la philosophie est une démarche donc rationnelle. Exactement. Qui tente d'aller au-delà des apparts, qui tente d'aller au-delà des apparences pour saisir l'essence cachée des choses. Et pour en rendre compte de la manière la plus adéquate possible dans et par la pensée. Donc c'est pour dire ce que vous venez de dire, que la raison constitue le centre de la philosophie. Cette raison-là, si elle est à l'origine de toute la réflexion philosophique, elle va s'interroger sur quoi donc? Oui, cette raison philosophique, si vous voulez, cette raison en œuvre dans la philosophie, il faudrait la comprendre déjà sous la forme d'une réflexion, parce qu'il ne s'agit pas tout simplement de penser. Parce qu'en philosophie, on ne se limite pas à la pensée, mais on pense jusqu'à faire porter la pensée sur elle-même. Donc, quand on parle de réflexion, il y a déjà un retour de la pensée sur elle-même. Et cette réflexion, a priori, n'écarte aucun domaine. A priori, elle n'écarte aucun domaine. La philosophie, donc, se donne le droit de réfléchir sur tout. Et ainsi, elle peut réfléchir sur des choses qui sont totalement abstraites, n'est-ce pas? Auquel cas, nous aurons affaire, par exemple, à la métaphysique. Vous vous rendez compte? Puisque la métaphysique ne porte pas sur quelque chose de visible, de concret et de palpable. Et nous avons des questions métaphysiques, comme celle qui consiste à demander pourquoi sommes-nous ce que nous sommes? Pourquoi suis-je moi-même plutôt qu'un autre? N'est-ce pas? Ou bien, en pensant un peu à Leibniz, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? N'est-ce pas? On peut s'interroger en se demandant, mais quelle est la finalité même de notre présence au monde? Qu'est-ce que la mort, finalement? Que peut-il advenir après la mort? Il y a donc toutes ces questions-là qui gravitent autour, si vous voulez, du sens de notre existence et de la finalité, de la téléologie même, de la finalité de notre existence. Toutes ces questions, disons, nous ramènent un peu à la métaphysique. Et cette métaphysique, Descartes considère qu'elle est en vérité même le fondement de la philosophie. Et je vous renvoie un peu à la métaphore arborescente, n'est-ce pas, quand il compare la philosophie à un arbre. Les élèves aiment bien, je crois, cette fameuse métaphore connue de tous pratiquement, quand il dit que toute la philosophie est comme un arbre dont les racines sont la métaphysique, le tronc est la physique, et les branches qui sortent de ce tronc sont toutes les autres sciences qui se réduisent à trois principales, à savoir la médecine, la mécanique et la morale. Et à partir de cette conception déjà cartésienne, on s'aperçoit comment d'ailleurs la philosophie, à un moment donné, a pu être conçue comme la totalité du savoir. Et cette même définition, disons, qui conçoit la philosophie comme telle, on l'a retrouvée déjà depuis l'Antiquité chez quelqu'un comme Aristote, puisque vous n'êtes pas sans savoir justement qu'il y a eu un long compagnonnage entre science et philosophie. Voilà, parce que de l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, il y avait cette phase d'indistinction entre science et philosophie. C'est pour cela que les grands philosophes de l'époque, on ne faisait même pas de distinction entre science et philosophie. On sait qu'il y a une part de l'activité qui relève de la science et l'autre qui relève totalement de la métaphysique et de ce qui est vraiment proprement philosophique. Mais si je vous donne par exemple le cas de Newton, qui est connu donc pour la découverte de la loi de la gravitation universelle, etc., il avait intitulé son ouvrage Traité de philosophie naturelle. Parce que tout ce qui était savoir rationnel était considéré comme appartenant
au domaine même de la philosophie. Et cette raison-là aussi, elle ne se limite pas à cela. Vous voyez, et il est bon aussi que les élèves comprennent justement que cette métaphysique, si elle a des défenseurs, des partisans, ceux-là qui disent qu'effectivement elle est indépassable, elle est fondamentale, il y a d'autres, au contraire, qui considèrent que bon, c'est presque une perte de temps. Okay. Vous voyez, c'est le cas des philosophes de la praxis, comme quelqu'un comme Karl Marx. Vous voyez, parce que quand on parle de l'essence de l'homme, ça lui paraît très abstrait. Je vous renvoie à la 6e thèse sur Feuerbach, quand il dit que l'essence de l'homme n'est pas une abstraction inhérente à l'individu, mais dans sa réalité, elle est l'ensemble des rapports sociaux. Ça, c'est une manière, effectivement, de critiquer cette vision métaphysique de l'homme. On a aussi, si vous voulez, la critique de Wittgenstein, parce que pour lui, nous ne pouvons nous prononcer que sur le monde, en fait. Et il définit le monde comme tout ce qui arrive. Et le monde étant tout ce qui arrive, pour lui, les limites du monde sont aussi les limites de mon langage. Ce qui veut dire que, dans la perspective de Ludwig Wittgenstein, on peut même à la limite considérer qu'il y a une impossibilité de la métaphysique parce que je ne peux pas parler de quelque chose qui n'existe pas, que je ne vois pas, parce que le monde est les limites à ce qui arrive. Okay. Vous voyez? Donc ça, ce sont des formes de critique qui sont souvent adressées à la métaphysique. Et d'ailleurs, cette critique de Wittgenstein a eu une certaine influence sur les philosophes du cercle de Vienne, n'est-ce pas, tels que les Rudolf Carnap, Hans Reichenbach, Schlick, etc., qui ont philosophie positiviste. Vous voyez, le positivisme en philosophie découle en partie justement de ce rejet de la métaphysique. Donc autant on peut considérer que la métaphysique elle est fondamentale aussi bien chez Descartes que chez Aristote, n'est-ce pas? Ça, ils vont se souvenir justement de tout ce que Aristote dit de la métaphysique. Fondamentale aussi chez Kant, parce que Kant aussi sait qu'on va toujours revenir à la métaphysique. Même si on peut tenter de s'en départir, on reviendra toujours à la métaphysique, comme le dit Kant. Donc pourquoi Kant parle de noumène et de phénomène? Quelle est la différence? Oui, effectivement. Quand Kant parle de phénomène et de noumène, ça c'est par rapport donc à sa façon déjà de concevoir les limites du connaissable. Dans sa gnoséologie, la théorie de la connaissance chez Emmanuel Kant, elle consiste à d'abord se demander, au fond, disons, que puis-je savoir, n'est-ce pas? Que puis-je savoir? Et d'ailleurs, ça nous va nous renvoyer à autre chose que je vais évoquer tout à l'heure. Quand Kant dit que la philosophie répond fondamentalement à 3 questions. Que puis-je savoir? Que dois-je faire? Que m'est-il permis d'espérer? Et il dit que toutes ces 3 questions, on peut les ramener en une seule question. La question, qu'est-ce que l'homme? Et cette question-là va nous orienter vers l'anthropologie philosophique, vraiment celle qui nous intéresse véritablement quand on parle d'anthropologie en philosophie. Mais alors, à la question que puis-je savoir, Kant dit qu'au fond, nous ne pouvons connaître que les phénomènes. Et qu'est-ce qu'un phénomène maintenant? Pour Kant, le phénomène, c'est tout ce qui se donne à voir à travers l'espace et le temps. N'est-ce pas? Tout ce que je peux voir à travers l'espace et le temps, c'est cela qui peut faire l'objet de connaissance. C'est ça qui peut faire donc objet de connaissance. Donc la connaissabilité du réel est circonscrite à l'intérieur tout simplement de l'espace et du temps. Très bien. Vous voyez? Et ce sont ces objets-là perceptibles dans l'espace et le temps qui sont les phénomènes. C'est eux que nous pouvons connaître. Et par opposition maintenant aux phénomènes, il y a les noumènes. Les noumènes ne sont pas objets de connaissance d'après Emmanuel Kant, mais objets de croyance. Et ainsi en est-il justement des réponses qu'on peut obtenir quand on se pose la deuxième question, que dois-je faire? Que dois-je faire? Vous savez que cette question-là nous renvoie à la morale. C'est le domaine du devoir. Alors, que dois-je faire? Pour Emmanuel Kant, la raison est l'instance qui légifère. C'est elle qui nous dicte la loi morale, puisque la loi morale, elle est rationnelle d'un point de vue kantien. Mais, tout en sachant ce que nous devons faire, puisque quand l'agent moral est autonome, quand il dit que l'agent moral est autonome, ça veut dire que chacun d'entre nous sait, au fond, ce qu'il doit faire, puisque il lui suffit tout simplement d'être rationnel. À partir du moment où on est donc doté d'une raison,
on peut savoir de façon claire quel est son devoir. Vous voyez, il n'y a même pas de doute possible pour Kant. C'est sa façon de concevoir le devoir. Pour lui, le devoir est clair. Bon, nous pouvons découvrir que le devoir est clair d'après Kant, savoir ce que nous devons faire, mais nous ne le faisons pas toujours. Pourquoi? Parce que justement, nous avons la liberté. Donc, ce n'est pas parce que je sais ce que je dois faire que je le ferai. Et la possibilité de le faire ou de ne pas le faire me fait découvrir la liberté. Vous savez que la liberté n'est pas un phénomène, puisque je ne peux pas vous dire voilà la liberté. Et donc, cette liberté-là est un noumen. Ce n'est pas un phénomène, donc je ne peux pas prouver son existence, puisque la liberté n'est pas objet de connaissance, mais je l'éprouve. Ce que je ne prouve pas, je l'éprouve ici, disons, dans une dimension plus ou moins nouménale. Hein, voyez, donc c'est le cas de la liberté. C'est aussi le cas de l'âme. Vous voyez, l'âme, nous on peut voir le corps. On nous parle de l'âme, mais nous ne pouvons pas voir l'âme. Mais pour Kant également, alors l'âme, on peut poser en termes tout simplement de postulat son existence. Non seulement on peut poser le postulat de son existence, mais aussi le postulat de son immortalité. Et à partir de quoi? Parce que pour Kant, au fond, nous tous, nous pouvons savoir ce que nous devons faire. Mais nous tous ne le faisons pas. Mais ceux qui le font tout le temps, qui obéissent toujours au devoir, qui sont donc animés par ce qu'il appelle la bonne volonté, qui obéissent aussi à ce qu'il appelle un impératif catégorique. L'impératif catégorique, c'est le fait d'obéir au devoir juste parce qu'on doit obéir au devoir, pas par intérêt, pas par calcul, etc. Alors, ceux qui le font, qui sont donc des êtres vertueux, ils ne sont pas pour autant heureux. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait toujours du bien qu'il va immédiatement être heureux sur Terre. Et donc, pour Kant, il n'y a pas de lien analytique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de relation de cause à effet entre la vertu et le bonheur. Et à partir de ce moment, pour lui, le bonheur, on ne peut que l'espérer. C'est-à-dire que celui qui fait toujours le bien, qu'il se dise au fond que oui, peut-être que je suis vertueux, je fais de très bonnes choses, j'ai un comportement exemplaire, mais ce n'est pas parce que j'ai un tel comportement que je vais devenir tout de suite heureux. Et d'ailleurs, par rapport à ce thème du bonheur, c'est le moment de rappeler un peu ce que disait, disons, Aristote dans l'éthique à Nicomaque. Hein. Monsieur Mboup, d'ailleurs, Hassan Mboup, je l'ai vu avec un ouvrage d'Aristote. Voilà, d'Aristote, c'est éthique à Nicomaque. Et effectivement, à travers cet ouvrage-là, il montrait qu'au fond, les gens même parfois se trompent quant à la définition même qu'ils donnent au bonheur. Parce que finalement, chaque individu pense que le bonheur, c'est ce qui lui manque. Vous voyez, ceux qui sont malades, par exemple, quand on est atteint de coronavirus, etc., on va penser tout de suite que le bonheur, c'est de guérir, c'est s'en débarrasser. Vous voyez, quelqu'un, par exemple, qui ne travaille pas, qui n'a pas d'argent, va penser que oui, vraiment, le bonheur, c'est la richesse. Oui. Hein? Quelqu'un peut-être qui pense voilà, qu'il est un tout petit peu ignorant, il va se représenter le bonheur comme la possession du savoir. Donc chacun, dans son petit coin, pense que le bonheur, c'est ce qui lui manque. C'est ce qu'on appelle donc une... voilà, c'est ça. C'est une conception privative. Une conception privative du bonheur. Et ainsi, on ne peut pas aboutir à une définition universelle du bonheur. Et c'est pour ça que lui, Kant aussi, il en est conscient. Il sait que ça, ce que les gens appellent le bonheur, ce n'est pas véritablement le bonheur. Parce que le bonheur, c'est un état stable. Vous voyez, c'est l'état de béatitude. Hein? Le véritable bonheur, c'est finalement la félicité. Et ce bonheur-là, pour Kant, l'homme vertueux, c'est-à-dire que celui qui fait toujours le bien, il peut l'espérer. Donc quand il pose la question, que m'est-il permis d'espérer? La réponse, c'est effectivement le bonheur. C'est le bonheur. La félicité, c'est finalement le paradis. Et ça renvoie un peu à ce qu'on dit aussi, même dans nos religions, al-dunya darul amali, wal akhiratu darul jazai. C'est-à-dire que ce que nous faisons ici en termes de travail, vraiment sur le plan du comportement, etc., de la conduite, ce n'est pas pour immédiatement recevoir, si vous voulez, la sanction au sens positif du mot, oui. Mais c'est dans l'au-delà qu'il faut, dans un autre monde. Et à partir de ce moment, il faut poser un autre postulat, c'est le postulat donc de l'immortalité de l'âme. Vous voyez, puisque l'âme, on ne peut pas la connaître,
Mais pour être récompensé, il faut être présent. Présent, oui. Et donc, il faut considérer que l'âme va mener une vie sans fin. Donc, l'âme, voilà, c'est l'immortalité. Et pour être récompensé aussi, il faut quelqu'un pour nous récompenser. Il faut donc poser aussi le postulat de l'existence de Dieu. Donc, ce qui veut dire qu'il revient toujours à la question qu'est-ce que l'homme? Et finalement, et c'est ce qui nous permet de passer